tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'inaptitude? C'est le fait pour le salarié d'être dans un état de santé qui ne lui permet plus, enfin qui ne correspond plus au poste occupé au sein de l'entreprise. Donc dans ces cas-là, alors c'est un état qui est constaté par le médecin du travail, qui est seul compétent en la matière, et à l'issue en général de 2 visites médicales qu'on appelle visites médicales, qui se tiennent à 15 jours d'intervalle. En tout cas, c'est le principe, puisqu'il y a des exceptions, avec notamment la possibilité de recourir à une visite unique si l'état de santé du salarié fait qu'il représenterait un danger pour lui-même ou pour les autres s'il continuait d'occuper son poste au sein de l'entreprise. Donc dans ces cas-là, la question est de savoir à la fois pour l'employeur et pour le salarié, que faire, comment va se dérouler la procédure par la suite. La première obligation pour l'employeur va être de procéder à une tentative de reclassement. Alors, c'est une obligation qui est extrêmement difficile pour l'employeur parce qu'on attend de lui beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il va devoir essayer de trouver, en fonction de ce que le médecin du travail lui aura indiqué quant aux aptitudes du salarié ou quant à l'étendue plutôt de son inaptitude, un poste non seulement au sein de la société, mais au sein de tout le groupe d'entreprises si jamais plusieurs entités sont concernées, sachant qu'en droit du travail, la notion de groupe, quand il s'agit de reclassement, est entendue beaucoup plus largement qu'en droit des sociétés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des liens entre les sociétés, l'entreprise devra essayer de reclasser dans l'une ou l'autre de ces entités. Quelque chose d'important, les salariés nous posent assez fréquemment la question de savoir est-ce qu'on doit proposer aux salariés finalement un poste qui est exactement équivalent à celui qu'il va quitter, sous réserve bien sûr de ce qu'a préconisé le médecin du travail, ou est-ce qu'on doit lui proposer n'importe quel poste dans l'entreprise ou le groupe. Et là, la jurisprudence est assez claire et l'obligation à la charge de l'employeur est lourde dans la mesure où on devra lui proposer tous les postes qui seraient ouverts, quand bien même ça impliquerait un changement de qualification, quand bien même ça pourrait impliquer un changement de rémunération. S'il n'y a pas d'autres postes qui peuvent être proposés aux salariés, ceux-là, à défaut d'autre chose, devront lui être proposés. Et le problème, c'est qu'à défaut de l'avoir proposé aux salariés, effectivement, celui-ci pourra invoquer le manquement de l'employeur devant le conseil de prud'homme en disant que malgré les postes disponibles, qui certes auraient requis son accord puisque ça constituait une modification du contrat de travail, on ne lui a pas fait les propositions adéquates. Donc ça, c'est pour l'obligation de reclassement qui effectivement est très lourde à la charge de l'employeur, d'autant plus lourde que les entreprises sont importantes. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Si effectivement, et ça arrive, on n'a absolument aucune possibilité de reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe. Dans ce cas-là, effectivement, l'employeur n'aura pas d'autre choix que de procéder au licenciement du salarié. Sachant aussi, et c'est à noter, parce que les employeurs l'oublient de temps en temps, qu'au bout d'1 mois à compter du 2e avis qui prononce justement l'inaptitude, de toute façon, l'employeur, qu'il ait trouvé un classement ou non, doit reprendre le versement du salaire. Voilà. Avec une exception, si jamais effectivement il s'agit d'une inaptitude qui trouve son origine dans un accident du travail ou dans une maladie professionnelle, le paiement du salaire sera assuré de toute façon durant ce mois. Toujours est-il que, donc à l'issue de ce mois, après la 2e visite d'inaptitude, l'employeur devra soit reclasser, soit licencier, en suivant la procédure habituelle de licenciement. Et alors là, quels sont les risques? Effectivement, les risques et les conséquences. Conséquences pour le salarié, tout d'abord, c'est que le salarié devra être licencié dans les conditions habituelles et donc percevra son indemnité de licenciement. Alors, s'il ne s'agit pas d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, il ne percevra pas l'indemnité de préavis pour une raison tout simple, qu'il ne peut pas l'exécuter puisqu'il n'est pas apte à l'exécuter. Une exception qui est à souligner, c'est qu'en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle, à souligner pour l'employeur, là, il y aura non seulement l'obligation de rémunérer le préavis quand bien même le salarié ne peut pas l'exécuter, et d'autre part, on sera tenu de lui verser non pas l'indemnité classique de licenciement, mais ce qu'on appelle l'indemnité spéciale de licenciement, qui en fait est le double de l'indemnité de licenciement. Alors, et juste un dernier mot pour finalement préciser quels sont les risques pour l'employeur qui aurait manqué à ses obligations. Là encore, un distinguo qui est à faire entre l'employeur qui aurait manqué à son obligation de reclassement et donc licencié à tort, entre guillemets, un salarié inapte. S'il ne s'agit pas d'une inaptitude d'origine professionnelle, accident du travail ou maladie professionnelle, dans ce cas-là, ils lui seront dus, bien évidemment toujours l'indemnité de licenciement, mais elle aura en théorie été versée. Mais selon le droit commun,
on lui versera une indemnité qui ne peut pas être inférieure à 6 mois de salaire. C'est finalement le cas classique du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par contre, c'est là la différence. S'il s'agit d'un manquement de reclassement suivi d'un licenciement d'un salarié qui est inapte à la suite d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, dans ce cas-là, à noter qu'en plus de l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité de préavis, les textes fixent à 12 mois de salaire l'indemnité minimum à devoir au salarié licencié.